Bonjour à tous, merci pour ceux qui ont le courage de rester connectés alors que nous approchons dramatiquement de l'heure du déjeuner et que vous avez peut-être accepté de le repousser un peu ou alors de manger sur un coin de table un bout de sandwich. Je voulais partager avec vous une année d'observation de NetExplo, aidée en cela par le réseau de nos professeurs d'université et leurs étudiants partout disséminés dans le monde. Une année d'observation de l'innovation numérique, de l'innovation technologique que nous avons choisi cette année de consacrer au développement durable, à l'avenir de notre humanité, à l'avenir de notre planète, en nous posant une question finalement que vous vous posez peut-être vous-même. Comment est-ce que l'innovation peut finalement rencontrer les objectifs de développement durable? Et vous en conviendrez avec moi, nous parlons beaucoup de dérèglement climatique, nous parlons beaucoup de pollution galopante, nous parlons beaucoup d'effondrement de la biodiversité, nous vivons depuis quelques mois une pandémie mondiale, nous observons, nous faisons le constat que l'écosystème qui nous accueille est déréglé et que peut-être nous devons nous atteler à muter nos sociétés et nos modes de production pour améliorer cet écosystème. Et finalement, les objectifs de développement durable ne sont pas une option. Modifier nos modes de fonctionnement n'est plus une option. Aujourd'hui, c'est un but que nous devons tous poursuivre. Et évidemment, il engage à la fois nos modes de vie, à la fois notre organisation de société, nos modes de consommation, et il engage évidemment aussi nos modèles de production, nos méthodes, nos process, nos habitudes, héritées d'une révolution industrielle qui aujourd'hui a plus de 200 ans. Donc, je vous propose de traverser avec moi toutes ces innovations numériques qui nous proposent un monde plus durable demain. Et je vous propose d'être attentifs puisque vous êtes attendus par la société civile, vous êtes attendus par les collaborateurs comme par vos usagers et vos clients sur ce terrain du développement durable, vous les entreprises, nous les entreprises. Le monde politique s'en saisit évidemment, la société civile s'en saisit, les jeunes générations s'en saisissent, mais les entreprises dans leur globalité, quel que soit leur métier, quel que soit leur cœur de marché, quelles que soient leurs origines culturelles, les territoires sur lesquels elles agissent, doivent s'emparer de ce sujet-là, d'autant plus qu'elles ont entre les mains un outil parmi d'autres évidemment, qui peut être très utile dans ces objectifs de développement durable, qui est celui du numérique, un outil dont on a vu, dont on connaît aujourd'hui l'efficience, notamment en termes de productivité, une efficience qui peut être mise au service du développement durable. Et évidemment, pour le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, qui est celui d'inventer la ville de demain, d'opérer la ville de demain, la durabilité est un pilier fondamental de votre vision et de votre récit. Alors, je vais très rapidement, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, passer au travers de ces trois scénarios, de ces trois chemins que nous proposent les innovateurs numériques et les innovateurs technologiques du monde entier pour atteindre ces objectifs de développement durable. Commençons par peut-être le scénario qui nous est le plus immédiat, qui nous est finalement le plus intime. Pourquoi ? Parce que c'est un scénario que l'on utilise depuis que l'homme est l'homme et depuis la nuit des temps. Faisons confiance à notre intelligence, faisons confiance à notre génie de la science et du déploiement de cette science pour trouver les solutions de notre durabilité. Alors, d'abord, on peut utiliser notre génie scientifique pour réparer les dégâts que nous avons nous-mêmes causés. Et finalement, une des innovations emblématiques que nous avons collectées cette année, c'est peut-être Climeworks, qui nous vient de Suisse et qui propose un système de géo-ingénierie qui finalement, vous le voyez sur cette image, ce sont des grands filtres qui vont capter l'air ambiant pour le débarrasser du surplus de carbone qui nous est inutile et qui va, ce surplus de carbone, aller l'injecter dans le sol pour l'emprisonner. C'est une manière de réparer une atmosphère que nous dégradons avec les activités humaines que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième proposition qui est faite à ce génie scientifique, s'emparer des solutions alternatives beaucoup plus durables pour produire ou pour consommer. Là encore, une innovation symbolique de cet élan, c'est cette innovation
qui nous vient d'Israël, Alep Farm, et qui propose de mobiliser les biotechnologies pour produire la viande de demain différemment, la produire en l'occurrence en laboratoire à partir de cellules souches bovines pour obtenir demain le steak que nous aimons et que nous connaissons depuis toujours. Et puis enfin, peut-être un dernier objectif que peut prendre en charge ce scénario scientifique, c'est celui de transformer le monde du vivant pour l'adapter à un environnement en mutation, une mutation qui, nous l'avons vu, ne nous est pas toujours favorable. Alors comment ? Eh bien, pourquoi pas en augmentant le vivant de compétences, de capacités numériques ou robotiques qui vont l'aider à mieux vivre, à mieux survivre dans un environnement complexe. Ici, nous sommes au MIT Media Lab, aux États-Unis, et le One, c'est comment augmenter une plante d'une intelligence artificielle qui lui permet de détecter dans son environnement immédiat quelle est la source de lumière qui va être la plus favorable à sa croissance et qui lui permet aussi de prendre la décision de se déplacer vers cette source de lumière. Nous sommes dans l'augmentation du vivant par l'intelligence numérique. Alors évidemment, ce scénario scientifique, il a beaucoup d'avantages. C'est un scénario que nous connaissons bien. C'est un scénario qui ne vient pas bousculer profondément nos modèles de vie et nos modèles de consommation. On poursuit la modernité que nous connaissons. Mais malgré tout, je vous propose de partager quelques enjeux. Tout d'abord, faire de la R&D, vous le savez, j'imagine beaucoup mieux que moi encore, prend du temps. Or, l'urgence climatique, l'urgence de notre durabilité nous laissera-t-elle le temps d'explorer le monde de la recherche et de déployer ces projets de recherche? Deuxième chose, pour accélérer justement le temps dont nous ne disposons pas, va-t-on être d'accord pour prendre plus de risques, pour peut-être aller plus vite dans nos démarches scientifiques et dans leur déploiement? Aujourd'hui, avec la pandémie que nous traversons depuis plusieurs mois, vous savez à quel point la question se pose. Et puis enfin, ce progrès R&D est-il réellement inclusif? Est-ce qu'on va considérer que nos efforts en R&D vont être véritablement à l'adresse de toutes les populations, de tous les territoires du monde, de toutes les villes du monde, qu'elles soient riches, moins riches, qu'elles aient déjà des infrastructures extrêmement développées ou pas? Deuxième scénario que je voulais partager avec vous, c'est celui qui propose finalement d'agir sur le comportement humain des citoyens, collaborateurs et consommateurs en utilisant le digital. On commence par les informer, comme par exemple ici cette plateforme française, Moral Score. Vous allez répondre à un petit questionnaire très rapide. Il va vous donner quel est votre profil moral, quel est votre profil éthique, et il va faire matcher des marques qui sont les plus proches de votre profil moral pour vous inciter à aller vers ces marques qui vous sont intimes. Deuxième étape, encourager les individus à changer véritablement de comportement en les coachant, en les guidant, en les incitant à faire mieux et à modifier leur comportement. Vous pouvez télécharger cette application Almond. Cette application anglaise est directement reliée à votre carte bancaire. Donc, dès que vous faites un achat, elle calcule votre empreinte carbone et pour améliorer cette empreinte carbone, elle va vous proposer éventuellement de modifier vos achats, de modifier vos comportements d'usage pour que vous soyez un citoyen plus vertueux. Et si on va encore un peu plus loin, on peut aller jusqu'à un coaching, une mise sous tutelle très coercitive, par exemple ici avec Douconomy, qui est un service financier, qui lui aussi est relié à votre carte bancaire, qui lui aussi calcule à chacun de vos achats votre empreinte carbone, mais qui va stopper votre possibilité d'utiliser votre carte de paiement une fois que vous aurez atteint votre seuil d'empreinte carbone personnalisée. Donc, vous ne pouvez plus acheter une fois que vous avez dépensé trop de carbone. On voit bien qu'on peut aller très très loin dans cet exercice de coercition. Alors là encore, ce scénario est tout à fait enthousiasmant parce que l'écosystème numérique enabler de ce scénario est déjà présent partout dans le monde. En revanche, il pose de grosses questions quant au libre arbitre de chacun d'entre nous, dans nos choix et dans nos comportements. Et puis, évidemment, il pose la question de qui est aux commandes de ce système d'influence, de ce système de coaching dont on a vu qu'il pouvait être très autoritaire. Et puis, enfin, le dernier scénario que je voulais partager avec vous, c'est un scénario décentralisé qui se dit que si nous poursuivons tous un objectif commun, global, nous pouvons y arriver par des chemins qui sont très singuliers en fonction des territoires et des populations. Donc, c'est un scénario global. L'idée ici, c'est de se dire que le pouvoir,
les responsabilités, les moyens doivent être dispersés et on donne beaucoup de valeur à la singularité d'un territoire. Par exemple ici, comment promouvoir une génétique africaine qui est tout à fait particulière par rapport aux génétiques asiatiques ou européennes ou caucasiennes. Et donc c'est en développant, c'est en mettant de l'argent sur le développement d'une base de données génétique proprement africaine. Ce troisième scénario, il mise aussi sur l'intelligence collective de terrain. Et donc là aussi, ça vient questionner nos process industriels relativement concentrés. Par exemple, en proposant, comme ici en Australie, des micro-entreprises. Ici, c'est une industrie qui va reconditionner du matériel informatique défectueux. Mais au lieu de centraliser ça dans une grosse industrie, ça va être des micro-industries d'une 50aine de mètres carrés extrêmement nomades qui peuvent circuler sur tous les territoires et qui vont donner évidemment de l'emploi aux populations locales. Là encore, ce scénario est tout à fait intéressant dans le sens où il est très engageant pour les populations locales qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités. En même temps, ça veut dire qu'il vient percuter de front le modèle très centralisé d'un pouvoir très descendant que nous connaissons. Et puis évidemment, comment on fait pour manager tous ces territoires extrêmement dispersés sans qu'ils s'isolent les uns des autres. Voilà ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Pensez à ces trois scénarios, essayez de voir dans lequel est-ce que vous êtes peut-être le plus à l'aise et bougeons ensemble demain vers des villes plus durables. Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir. Thank you very much indeed. Merci Sandrine beaucoup, Catella, en effet, Sandrine the partner and head of research Catella, here at chef NetExplo. de la Thank you so recherche à much. NetExplo. We've Merci now reached beaucoup. the point of the day. Maintenant, nous arrivons au moment où nous allons faire une petite pause pour le déjeuner. Bien sûr, ce n'est pas fini. Nous continuons cet après-midi où nous allons parler de l'objectif zéro émission, zéro carbone à Singapour. Nous allons parler de nos expériences à Dakar. Nous allons également avoir le cas d'études très intéressantes de la ville indienne de Serat qui va vraiment montrer ce qu'on peut être fait dans la résilience. Donc on se retrouve à 2h15 à 14h15, heure de Paris.